Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du projet REV. Je m'appelle Jean-François Cerisier, je suis chercheur au laboratoire Techné de l'Université de Poitiers, d'où je vous parle, laboratoire dont les travaux de recherche portent tous sur l'appropriation des techniques numériques par les acteurs de l'éducation et de la formation. C'est dans le cadre de ce laboratoire et d'autres organisations laboratoires dont je ferai une petite liste juste après que se réalise le projet REV. Donc le projet REV qui nous réunit aujourd'hui, le projet, c'est un groupe thématique numérique soutenu par la Direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Et le travail de ce groupe, notre travail, porte sur les écosystèmes d'innovation territoriaux dans le domaine du numérique pour l'éducation. Vous pouvez voir à l'écran cet ensemble de logos assez conséquents qui sont autant de partenaires du projet, donc ils sont nombreux. C'est important, le nombre, mais aussi la nature de ces partenaires. Nous avons réuni pour ce projet des organisations très différentes, à l'image de ce que sont les écosystèmes de nos territoires dans le domaine de l'éducation. Nous avons donc travaillé avec des établissements d'enseignement, bien sûr, mais aussi des services et des opérateurs de l'éducation nationale, des entreprises, je vais peut-être en oublier, hein, des associations, des collectivités territoriales, et aussi, j'ai dit entreprises, mais aussi cluster d'entreprises, et puis bien évidemment des laboratoires de recherche universitaire. Et le projet a été porté conjointement par 3 laboratoires de recherche universitaire, le CREN au Mans, le CREAD à Rennes et Techné à Poitiers, en collaboration avec les directions territoriales de Réseau Canopé des 3 régions dans lesquelles se trouvent les 3 laboratoires, hein, c'est-à-dire Pays de la Loire, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine, et aussi avec la direction de la recherche et du développement sur les usages du numérique pour l'éducation de Réseau Canopé, c'est-à-dire le service qui se trouve, je ne sais pas comment on dit Réseau Canopé, mais enfin, vu d'ici, je dirais au Futuroscope. Voilà, les études que nous avons réalisées dans le cadre de ce projet REV constitue une contribution pour comprendre les logiques de collaboration entre les différents acteurs de l'éducation, les différents types d'organisations que j'ai cités en présentant le partenariat, et pour identifier les leviers et les freins, les éléments favorables et les éléments qui limitent les collaborations, en pensant bien sûr à des collaborations fructueuses et aussi, un point qui est important, des collaborations durables. Pour ce faire, c'est un projet qui arrive vers sa fin ou à sa fin. Nous avons procédé de différentes façons. Alors, comme dans tous les projets des groupes thématiques mis en place par la DNE, hein, qui ont à peu près tous, en tout cas, sinon la même structure de travail, au moins les mêmes livrables en fin de travail. Donc, une revue de littérature scientifique dont des extraits thématisés seront publiés sous peu sous la forme de documents appelés notes de veille et qui seront édités avec et par Réseau Canopé. Nous avons réalisé 2 enquêtes successives, l'une enchaînée avec l'autre sur les liens d'interdépendance ou de dépendance entre les différents types d'organisations dans nos territoires enquêtes dont les principaux résultats ont déjà été présentés ici ou là, mais qui feront aussi les résultats et les enquêtes l'objet d'une publication dans l'ensemble des livrables de ce groupe de travail REV, groupe thématique REV. Et puis, c'est la raison qui nous réunit aujourd'hui, nous avons réalisé des études de cas dans chacune des 3 régions académiques qui participent au projet. Je les ai indiquées, région tout court et région académique, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine. Donc ce sont ces études de cas qui font l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Alors l'organisation de la présentation va être assez simple. Chaque étude de cas va être présentée une dizaine de minutes environ. Après chaque étude de cas, on pourra prendre un temps d'échange et de questions propres au cas présenté. Et puis ensuite, on se retrouvera à l'issue de toutes les présentations pour un temps d'échange plus général sur les questions soulevées par cette problématique des écosystèmes d'innovation dans nos territoires. Alors, on ne va pas perdre de temps. Euh, je vais tout de suite donner la parole à Youchen et Arnaud. Je vais leur donner aussi le contrôle sur le PowerPoint pour qu'ils puissent le faire à distance. Et ils ont la parole. Bonjour à tous.
Donc, je vais faire la présentation. Nous allons faire une présentation commune avec Youchen sur notre terrain d'étude. Alors, dans le cas du projet REV, notre étude s'est focalisée sur un territoire particulier de la région des Pays de la Loire. Nous nous sommes intéressés à un quartier de la ville du Mans, qui est celui des Sablons bord de Luynes, que nous présenterons ultérieurement. Notre projet a porté sur la thématique de l'éducation numérique des parents. En effet, ce qui nous a préoccupé dans le cadre de cette étude, c'est de documenter l'écosystème mobilisé sur ce territoire pour répondre à une demande sociale des parents qui essaient d'être accompagnés pour éduquer d'autant mieux leurs enfants au numérique. On n'a pas la main. Alors, je vous ai donné la main, mais si vous n'arrivez pas à l'utiliser, je tourne les pages à votre place. Alors, je crois, Lucien Thierry. Oui. Alors, pour mener à bien notre étude, nous avons d'une part mené une analyse de documentation institutionnelle et d'autre part, nous avons mené 15 entretiens semi-directifs à partir d'un guide d'entretien conçu dans le cadre du projet auprès d'acteurs variés de l'éducation nationale, d'associations, de l'administration, de la ville du Mans, des parents, universitaires. Non, on peut pas. Bon, on n'a pas la main. Du moins, ça fonctionne Je- pas. Voilà. Si je pense que tu l'as, Yushan, oui. Oui, oui, oui. Je pense Qui qu'il y doit a avoir le temps. Donc là, c'est les diapos qui présentent l'ensemble des acteurs qui ont été interviewés dans ce cadre-là. Voilà. Alors, notre exposé comporte 4 parties. Nous commencerons par décrire les caractéristiques du territoire, puis nous présenterons l'écosystème existant et construit autour de la réussite éducative. Ensuite, nous décrirons les dynamiques d'interaction entre le projet éducation numérique et l'écosystème existant. Enfin, nous préciserons les leviers et les freins. Alors, le quartier. Le quartier choisi appartient au réseau d'éducation prioritaire, renforcé du fait que ce quartier concentre d'importantes difficultés sociales. Ces difficultés sociales peuvent avoir des incidences sur la réussite scolaire. Alors, comme on le perçoit, le quartier prioritaire de la ville du Mans comporte 40% des habitants de bas revenus, 89% des ménages sont des locataires, 26% des ménages reçoivent au moins une allocation chômage. Il y a 2 réseaux d'éducation prioritaire renforcés sur ce territoire, lesquels comportent 2500 élèves et entre 1500 et 2000 familles. Voilà, il y a 4 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 2 collèges et les pilotes voilà, sont l'éducation nationale. Sur ce territoire, bon, juste après, c'est la présentation des dispositifs sur le territoire. Il passe pas. Bon, ça, si vous pouvez passer les diapos suivantes, parce que de mon côté, elle n'est pas. Voilà, sur ce territoire, il y a 3 dispositifs portés par 3 principaux acteurs. Le premier, porté par l'Éducation nationale, est le projet parentalité. Ce projet a pour objectif de développer une coéducation entre l'école et les parents avec l'aide de partenaires, ainsi que de créer une alliance éducative avec les parents. Le deuxième dispositif est le programme réussite éducative porté par la collectivité territoriale, déployé par la ville du Mans, qui vise à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants en leur proposant un suivi personnalisé. Le troisième est le contrat local d'accompagnement à la scolarité financé et coordonné par la CAF. Chacun de ces dispositifs aussi donne lieu à la mise en réseau d'un ensemble d'acteurs que l'on va voir. Voilà. Donc, la scène des Quinconces, l'ESPA, l'association Ludothèque, l'association de la FAL 72, etc. Ah. Encore au-dessus. Bon, je pense que peut-être le contrôle à distance, il est un peu décalé au niveau de temps. Alors, pour quelles raisons accompagner les parents au numérique? Juste après. Alors, sans entrer dans les détails, il s'agit de répondre à différentes urgences. Conséquence, par exemple, de la dématérialisation des services publics, faire en sorte que les parents puissent obtenir leurs droits, par exemple, la dématérialisation du suivi de la scolarité des enfants, par exemple avec le suivi sur les ENT, de répondre aux besoins des parents en équipement, mais aussi en termes de compétences numériques afin d'accompagner leurs enfants tout au long de la scolarité. Et puis le dernier point, c'est la gestion des écrans.
Et on pourrait parler plus longuement sur la parentalité numérique, thématique aujourd'hui d'actualité. Voilà, donc je passe la parole à Youchen. Je vais plutôt me concentrer sur l'observation que nous avons faite de comment l'écosystème existant s'adapte à cette nouvelle monde. Donc, les entretiens avec les différents acteurs nous ont permis d'identifier deux principales stratégies en réponse justement à ce nouveau besoin social qui est relativement partagé. Donc, la première est l'adaptation de l'écosystème existant. Cela se traduit par la mobilisation d'un noyau d'acteurs de proximité au sein du réseau qu'on a présenté tout à l'heure. Donc, par exemple, notamment les acteurs autour du REP+. Il y a aussi la Ligue 72, le Centre social, l'espace de vie, l'Arbre, etc., etc. Donc, pour répondre aux besoins, ce réseau d'acteurs s'est attaché à intégrer et aussi à développer la thématique du numérique éducatif en direction des parents, des familles, dans le cadre des dispositifs existants, comme par exemple le printemps des parents, qui sont donc le lieu de rencontre entre ces acteurs et les parents. Et les ateliers sont, depuis ces dernières années, de plus en plus orientés vers la question du numérique. Donc ça, c'est la première dynamique et la première stratégie que nous avons pu identifier. Alors, je vais essayer de passer la diapo suivante. Ça ne passe pas. Donc, la deuxième stratégie, voilà, merci, observer. Et donc, en plus de l'adaptation de l'écosystème existant, la deuxième, il s'agit de l'émergence des dynamiques nouvelles autour de parentalité et numérique. Donc, ces dynamiques se manifestent par l'arrivée de nouveaux acteurs du numérique éducatif, comme un nouveau partenaire des acteurs déjà identifiés, donc parmi lesquels on peut citer notamment les conseillers numériques France Service. Ligue 72 a mis à disposition un conseiller numérique dans le quartier Sablon. On peut citer aussi l'installation récente d'un Fab Lab par une nouvelle association qui est installée en bas de l'immeuble du quartier. Donc, il y a aussi les FONCA, les petits débrouillards qui sont arrivés petit à petit dans le quartier pour offrir autour de l'éducation numérique en direction de la famille. Donc, au moment de cette étude, donc, plusieurs projets d'ampleur sont aussi en train de se mettre en place, qui sont soit initiés par les acteurs du quartier, comme par exemple Hors les Murs, qui est un collectif initié par l'association L'Arbre. On a constaté également, relevé également des projets qui peuvent provenir de l'extérieur. Par exemple, comme promeneur du net Parents Qualité, qui est porté par la CAF 72 et qui est associé, c'est comme ça qu'il amène donc les FONCA principalement dans le quartier. Voilà, donc sur ces deux stratégies, on souhaitait mettre en avant comme résultat de la manière dont l'écosystème s'adapte et se mobilise pour s'emparer d'un nouveau besoin social qui est l'éducation au numérique des parents. Donc, nous présentons maintenant les éléments qui ont été soulignés par les acteurs comme levier, des éléments facilitateurs pour accompagner les parents, avant de discuter plus longuement des freins et des points de vigilance dans les diapos suivants. Alors, donc, d'abord, parmi les leviers, nous pouvons souligner d'abord l'existence d'un réseau d'acteurs de proximité qui est coordonné et finalisé, donc autour de parentalité et partenariat dans le quartier étudié. Donc, cet élément a permis, selon les personnes que nous avons rencontrées, d'apporter des premières réponses et d'accueillir aussi ce nouveau besoin tout en préparant des projets plus structurants. Ensuite, le sentiment d'appartenance des acteurs a favorisé l'engagement de chacun et aussi l'engagement collectif pour leurs habitants, leur quartier,
en prenant compte de ces spécificités socioculturelles que nous avons aussi présentées au début de l'exposé. Ensuite, ont été également retenus comme éléments favorables la relation de confiance avec les parents, les familles, l'incitation politique à la collaboration via les différents appels à projets. Donc, ça, c'est un point aussi qui a été tout à fait mis en avant. Et enfin, la prise de conscience de chacun des acteurs envers l'intérêt de la démarche de solidarité, de partenariat pour travailler ensemble, relever ce nouveau défi. Les freins identifiés sont assez nombreux, c'est en tout cas plus nombreux que les leviers. Donc, pour question du temps, nous allons nous arrêter sur les premiers points. Bien sûr, nous pouvons y revenir si vous avez des questions. Voilà. Alors, le premier frein concerne l'instabilité des directives politiques. C'est notamment donc le témoignage de coordinateurs qui nous dit par rapport à plusieurs axes qui sont identifiés comme prioritaires définis dans le programme éducatif national. Parfois, le numérique pourrait passer, bien sûr, en second plan selon les exigences ou les violences de chaque période différente. Ensuite, c'est sans doute peut-être là l'élément propre au projet numérique éducatif. Les acteurs comme notamment centres sociaux ou espaces de vie soulignent la difficulté pour eux de structurer un projet dédié au numérique, dans la mesure où le numérique doit être systématiquement associé à un projet social plus global, ce qui peut être un frein pour eux, parfois pour demander les moyens financiers et pour organiser des actions un peu plus spécifiques sur cette thématique avec leur public. Et le troisième point, troisième frein mentionné, questionne le rôle des enseignants. Donc, là, on s'appuie sur un témoignage d'une directrice de l'école que nous avons rencontrée qui pointe bien ce facteur qui, selon elle, elle se posait la question, est-ce que c'est dans les prérogatives des enseignants d'accompagner les parents au numérique et jusqu'où, dans les actions qu'on met en place, on peut ou on doit les impliquer, les engager dans cette mission qui est peut-être pas la leur. Donc, le quatrième point, ce n'est pas nouveau, mais c'est à nouveau confirmé, c'est que les méconnaissances, voire les a priori envers les autres acteurs sont un obstacle, selon eux, pour la mise en réseau entre les différentes catégories d'acteurs. Donc, par exemple, entre la collectivité et l'éducation nationale, ou par exemple, l'association LABRE, dit de ne pas connaître, par exemple, ce que fait le Fab Lab, alors qu'il se situe à 300 mètres de leurs locaux. Et enfin, s'ils font tous le constat sur l'importance et l'urgence d'accompagner les parents en numérique, ces besoins, ces données, ces connaissances ne sont pas, ou en tout cas peu, partagées. Voilà, on va conclure notre présentation sur le diapo. Il y a la verdure. J'ai passé tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, bien sûr, au moment où nous présentons les résultats de cette étude, l'écosystème en question continue à évoluer, à muter. Notre entretien, bien sûr, s'arrête début 2022. Donc, en guise de conclusion, nous souhaitons partager ce que nous apprend cette étude de cas, à savoir donc la réussite des projets numériques éducatifs dépendra en tout cas en partie de leur capacité à identifier, à comprendre, à cerner l'écosystème existant, à le préserver, à le valoriser et enfin à participer à son renouvellement. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux, Youchen et Arnaud. Donc on peut là ouvrir un petit temps de questions et d'échanges sur cette présentation. Alors je pense que chacun peut ouvrir son micro, hein. Il n'y a pas de verrouillage qui a été fait. Et vous pouvez aussi intervenir dans le chat, mais je vous suggère, si vous voulez le faire, plutôt de le faire à l'oral. Et vous pouvez aussi lever la main, me dit-on, en coulisses.
Alors, pas de prise de parole. Alors, vous pouvez aussi réserver votre prise de parole si vous souhaitez prendre la parole à l'issue des 3 présentations, comme je le disais tout à l'heure. Alors, bon, moi, je vais tout de même poser une question parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, je crois, soulevées par cette présentation de la première étude de cas qui, d'une certaine façon, hein, je trouve, euh, non pas résume, mais présente à peu près toutes les problématiques que l'on retrouvera dans les 2 autres et que l'on a pu identifier par ailleurs dans la revue de littérature. Et une me conduit à vous poser une question, parce que le mot valoriser figure sur cette dernière diapositive là que nous avons à l'écran. Et j'aimerais savoir, alors d'une façon spécifique à ce projet-là, et puis d'une façon plus générale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, quel est le rôle finalement, quel rôle la valorisation de ces projets peut avoir sur leur propre fonctionnement ou sur d'autres projets, je ne sais pas. Et concrètement, comment est-ce que dans ce projet-là, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez observé du point de vue de la valorisation? On valorise quoi et qui valorise quoi? Alors, le rôle de la valorisation par rapport au projet, c'est la capacité de pouvoir, je dirais, c'est la capacité de pouvoir réunir les acteurs qui ont été interrogés, et faire en sorte qu'ils se retrouvent ensemble pour se rendre compte qu'il y a des éléments qui sont communs par rapport aux démarches qu'ils mettent en place, par rapport aux mêmes entrées. C'est une manière aussi de valoriser, du moins tout en parlant de ce qu'ils font à l'autre, ils font en sorte de se connaître, d'apprendre à se connaître et de connaître les actions qu'ils mènent sur une partie du territoire et des besoins qu'ils pourraient avoir pour aller au-delà des actions qui sont menées. Je dirais que c'est aussi il y a une nécessité d'aider à ce que ces rencontres se réalisent pour qu'ils puissent se valoriser et d'aller au-delà de leur propre action en ne faisant pas que la prise de conscience, mais de se dire qu'à un moment donné, on doit agir en commun. Et ça prend du temps, en fait, si c'est rapide de dire on doit agir, on doit envisager des projets, mais pour que les projets naissent, ben, il y a une sorte de maturation ou maturité qui doit se construire et qui doit être aidée. Voilà, alors peut-être que c'est aussi ça dans la diversité des acteurs ou de ce qui fait que les projets vont ensuite émerger, les nouveaux. Ben, en fait, quels sont les grains de sel qui vont contribuer à cela? Voilà. Je pense que Yuchen va pouvoir compléter. Peut-être en complément, justement, le côté valorisé. Je pense plutôt le lien avec, entre ce quartier et en dehors de ce territoire bien précis, puisque plus plus on entre dans le quartier, plus on voit toutes les initiatives qui existent. Et peut-être en différents canaux, on a déjà bien sûr un a priori sur ce qui se passe dans ce territoire. Il a été évoqué dans un des entretiens, je me souviens, que en fait, les autres établissements scolaires, REP ou pas, il suffit qu'il y a une occasion de partage de pratiques, des expériences. En fait, ça permet à justement renforcer de manière positive ou travailler d'une autre manière ce que porte ce territoire ou ce qui se passe dans cet écosystème, micro-écosystème précis. Donc, voilà, je pense que valoriser, c'est aussi lorsqu'on identifie des dynamiques positives,
l'idée, c'est à travers, peut-être, c'est un des freins qui est dans ce qu'on avait identifié, justement, cette compétence, entre guillemets, hein, d'évaluation qui permet ensuite mieux capitaliser ce qui se passe dans sa diffusion et valorisation. Moi, je répondrai peut-être dans ce sens-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Alors, on reprendra ces échanges à la fin des présentations. Je vois que, si je comprends bien, Mathieu a pu prendre la main, hein, sur le Fonctionne. PowerPoint, hein, c'est ça, je t'ai donné la main, manifestement ça fonctionne. Eh bien, donc, non seulement je t'ai donné la main, mais je vais te donner la parole. Merci Et Jean-François. après, alors, bien sûr, remercier les deux présentateurs, Youchen et Arnaud, de la première présentation. Donc moi, dans le cadre de ce GTNUM, je vais vous parler de la coopérative pédagogique numérique du 35 d'Ille-et-Vilaine, qui s'inscrit dans le cadre des coopératives pédagogiques numériques en Bretagne, qui ont été créées en 2016 et qui sont présentes sur l'ensemble du territoire. Donc il y en a une à Brest, une autre à Lannion, l'autre à Lorient, et donc une autre à Rennes, et elles assurent chacune la couverture des 4 départements bretons. Donc chaque coopérative a la vocation à accueillir en son sein l'ensemble des établissements du département, et elle est organisée autour d'un premier noyau. Ça peut être un lycée, un collège ou un lieu privilégié de regroupement. L'objectif des coopératives, c'est de proposer aux enseignants de nouvelles modalités d'enseignement, de nouveaux outils ou du soutien comme ils en ont besoin. Ou alors de proposer un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver pour travailler sur leurs projets ou co-construire leurs ressources. Leur objectif, c'est de former d'une autre manière les enseignants. Donc, à la différence du plan académique de formation qui propose de manière verticale des parcours auxquels peuvent s'inscrire les différentes personnes, là, les coopératives, elles sont organisées de manière à ce que ça remonte du terrain. Ça peut être un chef d'établissement, un RUPN, ou alors différents enseignants qui font part de leurs besoins et qui, on va dire, co-construisent avec la coopérative ce dont ils ont besoin. Alors, hop. Voilà, ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez le voir, leur objectif, il y en a 4, c'est le partage d'expérience, le développement de l'apprentissage coopératif, l'esprit de collaboration et d'innovation, et aussi de créer des communautés. Donc, c'est des espaces scolaires innovants. Leur forme varie selon leur département d'implantation, et à chaque fois, on peut tout de même y trouver un espace d'appropriation par observation, de partage, d'analyse de différentes pratiques, un espace d'expérimentation à petite échelle avec des nouveaux environnements sociotechniques. Ça peut être des outils, des nouvelles méthodes, et un Fab Lab éducatif, un espace de créativité pédagogique qui permet de faire émerger de nouveaux usages. En termes de communication au sens large, ils sont intégrés au portail interactique qui permet de consolider toutes les actions des coopératives sur la Bretagne. Donc, le portail a vocation à réunir tous les acteurs du territoire éducatif breton. Il est présenté comme un Living Lab et il a été créé dans le sillage de 2 projets de recherche, le projet IFRAN et le projet qu'on appelle ID. Donc, c'est des projets qui cherchaient à identifier et définir les conditions d'une utilisation efficace du numérique pour l'enseignement et les différents apprentissages. Sur ce site, il y a aussi différentes ressources. Ça peut être des podcasts, ça peut être des tutoriels qui souvent ont pu être créés au sein des différentes coopératives. Alors, on va passer à celle du 35 qui nous intéresse. Toujours un petit décalage quand on veut changer de diapo. Voilà, qui se trouve au collège de la Binquenay. Donc, elle est animée par 6 formateurs. Chacun d'entre eux couvre un bassin académique de formation. Et on va dire qu'il y a un animateur qui est lui-même RUPN, qui est, on va dire, l'animateur principal. Donc, c'est un espace qui est fait de 2 salles avec du matériel modulaire, comme on peut le voir sur la photo de gauche, avec des chaises qui peuvent s'organiser de différentes manières. Et elle est aussi équipée de différents outils, tableaux numériques, des outils de prise de son, puisqu'il y a eu des ateliers de web radio,
Pour le moment, il me semble qu'il y a aussi des robots qui sont faits pour les élèves qui ne peuvent plus se rendre en classe, qui sont liés à un projet qui s'appelle Teddy. Donc, le but pour l'animateur, et on pourra voir que c'est, sans anticiper sur les limites, c'est que c'est souvent l'animateur de la coopérative qui lui donne une certaine coloration. Les objectifs de cette coopérative, c'est de proposer un nouveau dispositif, d'être à l'écoute des besoins du terrain, d'aller vers les enseignants les plus en difficulté, puisque généralement, comme l'a remarqué l'animateur, c'est pas ceux qui s'inscrivent spontanément aux formations les plus proposées de manière la plus académique, et c'est aussi de stimuler les groupes d'apprentissage, la formation entre pairs. Donc c'est un lieu ouvert à tous. L'idée, c'est de se présenter comme un lieu qui peut répondre à toutes les demandes et à des besoins qui sont différents, tant en termes d'usage qu'en termes de niveau, qu'en termes de compétences et qu'en termes de thématiques. Donc, on est pensé sur le thème, sur le modèle du Fab Lab, ça serait un EduLab. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des activités qui sont quand même plutôt variées. Alors, ça peut être, j'ai mis certains exemples, mais c'est vraiment très varié. Vous pouvez, si vous regardez le compte Twitter de la CPN, il y a un grand nombre d'actions. Alors, c'est autant du travail avec des enseignants sur des choses, on va dire, assez classiques, sur de l'aide à la prise en main, sur différents outils. Ça peut être un lieu de ressources avec le différent matériel, comme la web radio. Ça peut être aussi du temps de formation sur la demande de certains groupes de secteurs, inspecteurs. Ou alors, s'il y a des thématiques qui surgissent, ça peut être un lieu aussi où des temps de formation vont être organisés et qui accueillent, comme on verra, d'autres structures du territoire. Donc là, j'ai mis l'exemple, il y avait une thématique sur l'enseignement avec l'open data, mais ça peut être des thématiques environnementales, sociales ou sur la parentalité et le numérique. Elle a aussi une action, on va dire, hors les murs. Alors, la dernière sur la diapo, qui est la co-organisation ou la participation à d'autres événements, puisqu'elle est très insérée dans le tissu des Fab Labs du territoire rennais. On ne voit pas très bien sur la petite image en bas à droite, mais dans la périphérie rennaise, à Janzé, par exemple, il y a un Fab Lab, donc elle se déplace sur des territoires ruraux. Et il y a aussi des modalités qu'on appelle l'escale, où si au sein d'un établissement, différents besoins sont adaptés, on va co-construire avec l'établissement un programme d'intervention, c'est ce qu'on appelle l'escale, et elle se délocalise pour un temps au sein de l'établissement. Alors, en ce qui concerne les activités avec les acteurs territoriaux, donc comme je vous le disais, il y a un lien fort avec les Fab Labs et l'EduLab de l'Université de Rennes 2. Donc, ça peut être là j'ai mis l'exemple de la co-construction de capteurs pour la qualité de l'air. Il y a eu des choses aussi pour fabriquer son propre matériel pédagogique. Il y a une implication très forte avec le département dans le projet collège et numérique. Donc, un lien fort entre le chargé de mission du département, les 4 animateurs et la coopérative, et aussi des actions avec des structures publiques, comme par exemple la CAF, qui, avec la coopérative, mène une action auprès des parents et aussi grâce à la Ligue de l'enseignement, suite à la crise du Covid, pour l'appropriation par les parents d'élèves les plus éloignés des différents outils qui permettent de garder un lien avec l'école. Alors, si j'arrive à passer à la suivante, ce sera fantastique. Hop. Alors, c'est allé trop vite. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette CPN 35, en fait, elle est organisée comme un tiers-lieu. On peut voir que ça reprend les différents éléments de la typologie de Oldenburg, c'est-à-dire que c'est un terrain, c'est un lieu collectif, il y a des espaces de travail qui permettent de créer quelque chose, il y a une culture d'échange, de partage. Alors, je ne vais pas citer les différentes associations, mais comme il y en a qui sont similaires à celles de l'étude de cas précédente, qui par exemple des actions avec
les petits débrouillards, une association qui s'appelle My Human Kit qui fait de l'intégration par le numérique des élèves handicapés, ou encore une association qui fait de l'éducation par le jeu vidéo. Donc on voit que c'est un lieu qui favorise les interactions sociales. Son accès ne dépend pas d'un critère d'adhésion spécifique. Ça peut être autant des acteurs du territoire que des membres de la communauté éducative au sens très large. Et par ses équipements et ses aménagements, elle propose aussi un certain confort qui fait qu'on est à mi-chemin entre une sphère privée et une sphère de travail. Donc on n'est pas non plus dans un cadre strictement académique. Son animateur, il prend la figure du passeur, du knowledge broker, comme on le dit dans la littérature, c'est-à-dire que c'est lui qui est en fait le pivot, la courroie qui permet de faire circuler les connaissances des différents acteurs, qui joue un rôle de facilitateur dans la circulation des savoirs et qui finalement crée de la valeur grâce à ces nouveaux usages et cette dynamique de co-construction entre les différents acteurs. Alors, avant de vous remercier, les quelques points de vigilance sur cette structure, c'est que le premier point, il est noté par l'animateur lui-même, c'est que depuis la crise Covid, il y a un certain ralentissement dans la volonté des enseignants de ces pratiques collaboratives. Il y a un retour à une valeur refuge, on va dire, de forme plus classique, un peu pour se rassurer. Alors, pour les enseignants qui avaient déjà, les rares enseignants qui avaient déjà ce type de pratique, il n'y a pas eu de rupture, mais pour ceux qui commençaient à s'engager, il y a eu des freins. Alors, l'autre point de vigilance, c'est le rôle crucial de l'animateur, c'est-à-dire que c'est lui qui donne sa coloration à la structure et il a un investissement qui est difficilement compatible avec ses autres missions. Pour celui-ci de la CPN 35, il était en même temps RUPN, donc une casquette un peu floue entre quelqu'un qui est le formateur académique très officiel et qui, d'un autre côté, tente d'ouvrir un lieu qui est plus informel, qui essaye de se dégager de la logique descendante propre à l'académie. Donc ça, c'est un problème un peu spécifique. L'autre problème étant qu'il est à la retraite à la fin de cette année scolaire. Donc, quand ça repose sur une personne, c'est très compliqué d'imaginer. Il peut être remplacé, mais qui va remplacer les différentes actions et cette couleur qui a été donnée. Et il y a aussi des dynamiques locales qui sont spécifiques et liées à l'histoire de chaque lieu et qui sont difficilement reproductibles et qui peuvent poser problème, comme par exemple la CPN 35, elle accueille beaucoup des enseignants de collège et de lycée. Par contre, elle n'a aucun lien avec les écoles élémentaires, puisque pour lui, à chaque fois, pour toucher l'élémentaire, il faut passer par un inspecteur de circonscription, ce qui est très compliqué. Alors que, par exemple, celle du 22, de par son histoire, elle s'est construite autour d'une école primaire. Et là, il y a une circulation très, très fluide entre la CPN des Côtes-d'Armor et les établissements d'enseignement primaire. Donc vraiment, c'est des structures, on va dire, qui ont un nom similaire, mais avec une histoire et des pratiques qui sont complètement spécifiques et qui sont liées à l'histoire et aux individus de chaque lieu, donc qui sont difficilement reproductibles et qui peuvent finalement être des modèles d'inspiration, mais pour qu'il y ait un essaimage au sens strict, c'est plus compliqué. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup Mathieu de cette présentation. Alors même organisation que tout à l'heure, est-ce que des questions se font jour qui seraient posées là? Oui, il y a je vois un texte apparaître dans le chat de Paola Meneses. Justement, ma question était dans le sens de l'engagement des enseignants. Vous ne croyez pas qu'ils se sentent dépassés par rapport aux possibilités des outils numériques? Comment conserver un sens d'identité professionnelle au milieu de tant d'informations, innovation? Voilà une question difficile, Mathieu. Difficile, il fallait que l'animateur soit là. Mais un des buts, c'est justement d'arriver à... comme il me disait, c'est d'aller vers le maximum d'enseignants parce qu'il y en a qui ont vraiment des besoins très simples, c'est vraiment comment projeter quelque chose, comment faire un PDF. Et ce qu'il a remarqué, c'est que ce sont des enseignants qui demandent rarement dans un cadre académique très, très strict
ce genre d'action parce qu'ils sentent que ils sont un peu parce qu'ils se sentent dépassés. Donc le but de ce lieu, et on va dire une des philosophies qui animent l'animateur, c'est vraiment d'essayer de repérer, de mettre en confiance ces gens pour qu'ils puissent faire leurs demandes, puisque le principe, c'est vraiment de partir du terrain et, et de ce que demandent les différents individus. Donc, c'est pas de proposer sur catalogue différentes formations qui ne parlent que finalement à ceux qui sont déjà très acculturés. C'est vraiment d'essayer de faire en sorte de s'adapter et de co-construire avec ceux qui ont besoin des apprentissages qui soient vraiment à leur niveau. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, merci. Alors, Didier, cette centralité d'animateur est aussi construite sur son propre réseau social personnel, ses contacts et sa connaissance du terrain. Celui ou celle qui remplacera l'animateur actuel va obligatoirement apporter autre chose. Si l'on voulait qu'il y ait une pérennité de ces lieux dépendant des acteurs qui l'animent, il faudrait penser à un tuilage entre celui qui part et celui qui prend la suite. Bon, c'est une forme de réponse. Peut-être que tu souhaites la commenter, Mathieu. Non, c'est tout à fait ce que dit Didier. Enfin, je suis d'accord avec Didier. De toute façon, enfin, de ce que m'avait dit l'animateur actuel, c'est un de ses collègues des autres animateurs qui étaient, on va dire, pressentis. Donc, c'est des gens qui sont habitués à travailler ensemble. Après, il est vrai également que pour la pérennité des lieux, je ne l'ai pas mentionné, mais ils sont nés dans le sillage des projets de recherche. Et quand les projets de recherche étaient actifs, il y avait plus de personnel des master-TEF, ce qui permettait d'avoir un autre lieu sur Rennes. Donc, il y a aussi, on va dire, un problème très criant de ressources humaines pour faire en sorte que ça ne repose pas que sur une seule personne et sur un seul lieu finalement. Alors moi, je peux me permettre de faire un commentaire, plutôt un lien avec la précédente présentation, parce que tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Arnaud ou Youchen, mais les deux signalaient le danger qui est lié à l'instabilité des politiques publiques, ou plutôt la, la non-permanence de ces politiques publiques, hein, qui sera d'ailleurs aussi une des questions de la présentation qui va suivre. Et là, on l'entend bien dans ce que tu viens de dire. La fragilité des écosystèmes, quand ces écosystèmes, quand le fonctionnement et la dynamique de ces écosystèmes sont exagérément posés sur une personnalité, une personne susceptible de partir ailleurs, d'arrêter ou voire de partir à la retraite, comme c'est le cas ici. Oui, et là, dans le cas des master-TEF, c'était vraiment le temps d'un financement sur 3 ans, par exemple. Donc, une fois que les 3 années sont passées, ça fait de la ressource en moins. Et d'après ce qu'il me disait, le fait que ça soit des stagiaires, ça apportait aussi une autre couleur et une autre dynamique que lui n'apporte nécessairement pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions? Alors, donc on va arrêter les échanges à cette étape. Je vais en profiter pour faire un petit commentaire. Je regarde qui est connecté. J'ai vu se connecter. Alors, beaucoup de gens connus de nous, les participants à ce projet, des différents types d'organisations que j'ai signalées dans l'introduction. Merci à eux d'être là. Et puis, j'ai vu aussi arriver des gens que vous connaissez peut-être, les collègues du projet Rêve, mais moi que je ne connais pas, comme par exemple Paola qui a posé la question tout à l'heure, et puis des gens qui sont tout à fait extérieurs à notre projet et qui nous rejoignent, et je trouve ça très intéressant et agréable. Et en particulier, je voudrais signaler la présence de Carole Rivero. Carole Rivero, c'est le collègue de l'Université catholique du Pérou à Lima. Donc voilà, notre webinaire traverse l'Atlantique. Alors, et bonjour à toi, Carole, qui, petite histoire aussi, une ancienne étudiante de l'Université de Poitiers. Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec la troisième présentation. Donc, je vais donner la main et la parole à Karine. Je pense que Lucie, qui est présente aussi, à qui je ne peux pas donner la main, mais pourra prendre la parole si elle le souhaite. Voilà, Karine, tu as la main pour Ok, manipuler le PowerPoint. très bien, merci. Alors bonjour à tout le monde.
Donc, moi, je vais terminer cette liste de donc, trois études de cas par celle qui nous a occupés donc, en Charente, qui s'appelle du nom du projet qui est implanté dans les établissements scolaires, c'est l'espace création. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé par le conseil départemental de Charente. D'ailleurs, j'ai mis un S, je ne sais pas pourquoi, il n'y en a qu'une en l'occurrence. En 2019, avec le concours de la DSDEN et de la DAN directorat, dans le cadre du programme Ambition Réussite Collège en Charente pour 2025. Et au fur et à mesure et en fonction des différentes implantations de ce dispositif, on voit apparaître d'autres partenaires thématiques, notamment le campus Images Magélis ou France Télévisions. Ce sont deux exemples. Hein. Donc des partenaires thématiques plus ou moins en local. Au départ, 6 collèges pilotes ont travaillé sur la mise en œuvre de cet espace création que je vais détailler tout à l'heure. En 2020, c'est la généralisation qui a été mise en œuvre pour tous les collèges du département. Et nous, on s'est centré sur le cas précis d'un collège impliqué dans ce dispositif qui faisait partie des collèges pilotes, le collège Jean Lartaud de Jarnac. Alors, je rencontre les mêmes difficultés. Ça y est. Alors, quels sont les objectifs de cet espace création? Pour centrer sur le nom du dispositif tel qu'il est mis en œuvre, c'est aussi les ambitions du dispositif institutionnel dans lequel il s'inscrit, dont j'ai parlé tout à l'heure, ambition réussite au collège. Mais donc, ce qui est visé par la mise en œuvre de cet espace création dans les établissements scolaires, c'est le bien-être, renforcer le bien-être des élèves dans leur établissement scolaire, renforcer l'autonomie des élèves dans leur participation à des projets dans lesquels ils sont en grande partie partie prenante. Il y a des objectifs un peu plus scolaires, si on peut dire, qui sont donc la lutte contre le décrochage scolaire, c'est-à-dire que ces projets ne s'adressent pas uniquement aux élèves déjà à l'aise dans le travail scolaire et dans les projets qui peuvent leur être proposés, mais ces projets-là ont vocation à inclure la participation des élèves un peu plus en difficulté avec l'école. À cela s'ajoutent 3 objectifs qui sont directement en lien avec l'orientation scolaire et professionnelle, notamment par la découverte des métiers du numérique, du monde professionnel qui est directement concerné par ce projet-là. Donc, numérique au sens large, ça peut être aussi audiovisuel, médias, etc. Et donc, va de pair avec ça l'ambition de renforcer la culture numérique des élèves. Alors, pour ce qui concerne le collège Jean Lartaud de Jarnac, cet espace création s'incarne dans 2 espaces ressources bien délimités, un espace robotique et un espace création numérique. Voilà, donc vous pouvez les voir là sur les diapositives. Donc, l'espace robotique qui finalement prend place très concrètement dans une salle attenante et fait en même temps un peu partie de la salle de technologie du collège. Donc, en fait, on a la salle de technologie et une salle attenante, les 2 communiquant très aisément. On a un Fab Lab, donc attenant à la salle de technologie au collège, mais donc les 2 vont constituer l'espace robotique au sein du collège. Donc, cet espace robotique, c'est un des constituants de l'espace création tel qu'il est mis en œuvre au collège Jean Lartaud de Jarnac. Et la deuxième antenne, si je peux dire ça, de l'espace création au collège Jean Lartaud de Jarnac est directement liée à l'espace du centre de documentation et d'information, et ça s'appelle le Media Lab. Et ce Media Lab, il est inclus finalement dans le CDI du collège Jean Lartaud. Donc c'est une partie du CDI et c'est aussi une salle directement dédiée au montage et à la captation audiovisuelle. Donc une salle qui est attenante au CDI, mais qui a été inclue dans la conception architecturale du centre de documentation et d'information de ce collège. Alors à ces 2 espaces sont associés 2 enseignants directement responsables des 2 espaces respectivement, donc l'enseignant de technologie d'une part pour l'espace robotique et l'enseignante documentaliste d'autre part pour le Media Lab.
Mince, j'ai plus le contrôle. Ah, ça y est. Non, pardon. Pas très au point, hein, ce portail de contrôle, je crois. Si, tu as le contrôle, hein, Mais j'arrive plus du tout à avancer. Alors, je tourne la page pour toi. D'accord, merci. Ouais, ok. Ok, donc alors si on fait un petit point sur la méthodologie que nous avons mis en œuvre pour essayer de cerner un petit peu comment fonctionne cet espace création, notamment dans ce collège Jean Lartaud de Jarnac, mais en rapport bien sûr avec l'écosystème local. On a donc mené 6 entretiens semi-directifs avec 6 acteurs de cet écosystème. Donc, une responsable jeunesse numérique éducatif et enseignement supérieur de la direction éducation jeunesse enseignement supérieur du conseil départemental de Charente. On a eu un entretien semi-directif avec les 2 acteurs au collège, donc l'enseignante documentaliste et l'enseignant de techno. On s'est aussi entretenu avec le principal de ce collège. Il y a eu également 2 autres entretiens, un avec le directeur de la DAZEN de Charente et un autre avec la directrice de l'atelier Canopé de Charente et avec le médiateur numérique également de l'atelier Canopé de Charente, pardon. Donc 6 entretiens semi-directifs pour essayer de voir un petit peu comment ça s'articule, la synergie, si je peux dire ça comme ça, entre ces différents acteurs pour la mise en œuvre de cet espace création dans un cas particulier, donc au collège de Jarnac. Voilà. Alors, donc, j'ai l'impression que je suis en train de louper une diapo. Hop, je vérifie. Pardon. Oui, je suis une diapo trop en avance. Là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Jean-François, retourner à la diapositive qui concerne la collectivité? Encore une. Et voilà. Ah, alors, il me manque une. Alors, c'est encore avant? Oui, non, alors. Pour la collectivité, voilà, c'est celle-ci, je crois. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, c'est bon. Je retrouve mes moutons. Pardon. Donc, alors, à l'issue de ces 6 entretiens semi-directifs, quels vont être les points de vue et les rôles des uns et des autres? Qu'est-ce qui va importer pour les uns et les autres dans la mise en œuvre concrète de ce dispositif? Donc, pour la collectivité, indépendamment de ce qui est mis en œuvre au collège Jean Lartaud de Jarnac, pour la collectivité, ce qui est vraiment important dans la mise en œuvre de ces espaces création au sein des collèges, c'est de mobiliser de nouvelles initiatives, d'une part, mais c'est indépendant du fait de finalement s'appuyer sur des actions existantes, et notamment pour le financement de ces actions-là. Donc, c'est vraiment important de mobiliser des nouvelles personnes, mais on ne peut pas le faire sans mobiliser de nouveaux acteurs et sans mobiliser des acteurs qui sont déjà impliqués dans ce type de projet. Alors, ça revient un petit peu à ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on pourra en parler en conclusion. Donc, on est vraiment dans le prolongement direct d'une politique publique existante, notamment en termes d'équipement, donc ici des collèges. Donc, on va prendre appui sur les dotations d'équipements qui ont déjà eu lieu, et puis on va finalement les rafraîchir, on va leur en faire de nouvelles, mais on va déjà s'appuyer sur l'existant, notamment donc en termes d'équipement et aussi en termes de pratiques pédagogiques. Oh, excusez-moi, il y a une faute. Pratiques pédagogiques qui sont déjà identifiées. Alors donc, et dans ce cadre-là, finalement, à la fois du point de vue des équipements et à la fois du point de vue des pratiques pédagogiques qui sont mises en place, il y a un autre élément qui est très important, c'est la configuration spatiale existante des établissements scolaires. On va voir que c'est très important pour ce qui concerne le collège Jean Lartaud, notamment. Un autre élément très important pour la collectivité quand on les interroge par rapport à la mise en place de ce dispositif, pour eux, ce qui importe beaucoup, c'est la place de l'élève qui est accordée dans la mise en œuvre du dispositif tel qu'il va être mis en œuvre par les nouveaux entrants, mais aussi la place de l'élève qui est déjà accordée dans les pratiques pédagogiques existantes. Donc, on va là aussi s'appuyer sur ce qui existe déjà pour identifier des projets qui font une place particulière à l'élève. Et puis, une préoccupation assez spécifique aussi pour la collectivité, qu'on retrouve peut-être un peu moins du point de vue des autres acteurs, c'est la préoccupation relative à la place des parents dans ces projets-là.
Voilà, donc j'avais extrait un verbatim de notre entretien avec la collectivité, hein, donc, qui insiste sur cette place très importante accordée aux collégiens, à l'élève, dans les projets qui vont être mis en œuvre et donc dans l'identification des pratiques existantes. Ils vont servir finalement de terreau à ce qui va se passer par la suite. Alors, je devrais passer à la diapositive suivante. Je n'y arrive pas. Si, tu y arrives. Ah, j'y arrive, d'accord. Donc, le deuxième point de vue, c'est le point de vue donc, des services de l'éducation nationale. Donc, on va retrouver de ce point de vue-là l'importance des dynamiques territoriales qui sont déjà implantées. Donc, la prise en compte des caractéristiques locales qui existent. Et dans la prise en compte des caractéristiques locales, on va bien sûr se soucier de ce qui existe déjà, mais on va aussi se soucier beaucoup de ce qui pourrait exister, et notamment tout l'effort qui va être mis en œuvre pour repérer les besoins existants. Des questions vont se poser du point de vue de ces acteurs-là, les services de l'éducation nationale, qui vont se poser plus crûment dès lors qu'on va non plus seulement s'appuyer sur ce qui existe déjà, mais qui marche bien finalement, mais dès lors qu'on va se soucier de généraliser le dispositif. Donc là, vont se poser des questions assez nouvelles, notamment en termes de formation de ces enseignants qui entrent dans le projet, qui sont moins acculturés à ce projet, à ces pratiques-là, et qui donc doivent bénéficier de formations parfois très spécifiques. Des questionnements aussi liés donc à la communication, à la valorisation de ce qui existe déjà et donc de ce qui pourrait exister, comment faire boule de neige finalement, par le partage d'expériences vis-à-vis ou en direction de personnes qui seraient susceptibles de faire la même chose, mais qui ne sont pas forcément au courant que ces projets sont déjà mis en œuvre ailleurs et comment ils sont mis en œuvre. Les choses, les alertes, si on peut dire ça comme ça, le mot est un peu fort, mais les points de vigilance, dirons-nous, de cet acteur-là vis-à-vis de la mise en œuvre de ce type de dispositif, s'énoncent en termes d'implication des corps d'inspection et des acteurs de la formation. Donc, ces acteurs aimeraient que finalement les corps d'inspection et les acteurs de la formation soient peut-être plus impliqués dans la mise en œuvre de ces projets-là et dans la mobilisation de nouveaux acteurs, de nouveaux participants. Et puis aussi, leur objectif est d'essayer de travailler en direction d'un décloisonnement disciplinaire. Et ça, on va le retrouver par rapport à notre étude de cas au collège. C'est des projets qui sont souvent portés par un enseignant de discipline et qui ont parfois du mal à sortir de cette discipline proprement dite pour aller vers un travail plus interdisciplinaire, pluridisciplinaire ou que sais-je. Alors, la diapositive suivante. Ça marche. Hop, 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 hop. Il me manque une diapositive. Voilà, merci. Les personnels du collège, enfin. Donc, de ce collège Jean Lartaud à Jarnac, que donc nous avons interrogé. Donc, ce qui est important à retenir par rapport à la mise en œuvre de ce dispositif dans un des projets pilotes, très porteur du dispositif, un peu le projet, un peu la vitrine, on va dire, du dispositif. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ce collège, il y a un historique très spécifique avec de fortes habitudes de valorisation des projets pédagogiques existants, une forte réflexion sur les espaces et un rôle facilitateur du chef d'établissement. C'est-à-dire que le chef d'établissement, qui n'est pas celui avec lequel nous sommes entretenus, mais qui est celui qui lui a précédé et qui était là depuis un certain nombre d'années, était tout à fait porteur de ce type de projet. Et puis, c'est à mettre en relation avec le fait que le collège a été entièrement restructuré du point de vue de ses espaces. Donc, j'insistais tout à l'heure sur l'importance des espaces qu'on peut concrètement, finalement, dédier à ce type de projet. Et donc, l'architecture, l'existant du bâtiment est très importante. Et là, la question se posait de façon idéale, finalement, puisque ce projet a été mené en lien avec la restructuration architecturale du projet. Donc, on a pu, de l'établissement, pardon. Donc, les acteurs du collège ont pu complètement
à intégrer ce projet-là dans la réflexion de la rénovation des bâtiments. Alors ça, c'est un peu le côté matériel de la chose, le côté un peu politique de l'établissement. Mais du côté des projets existants également, donc du côté des pratiques pédagogiques existantes, on s'aperçoit que donc la mise en œuvre de l'espace création au Collège Jean Lartaud de Jarnac s'appuie principalement sur des pratiques pédagogiques qui sont en lien avec le périscolaire ou le parascolaire. C'est pas spécialement inclus, et c'est un effort qu'ils sont en train de fournir actuellement, mais c'est pas totalement inclus dans le temps scolaire des élèves. C'est surtout sur la base du volontariat des élèves, et c'est en dehors des cours principalement, pour faire un peu schématique. Et ces deux espaces sont spatialement, mais aussi pédagogiquement cloisonnés, puisque vous l'avez vu sur les images, on a d'une part la salle de technologie, d'autre part le CDI, qui concrètement dans le bâtiment du collège sont très éloignés de l'un de l'autre. Du point de vue des acteurs principaux de ce dispositif, donc les enseignants, ce qui est très important pour eux, c'est le rôle, ma diapositive a sauté, je ne sais pas ce que vous voyez exactement, mais je voulais insister là sur le rôle central de l'élève qui est accordé par les enseignants responsables de ces dispositifs. Donc le rôle de l'élève, il est complètement central. Les élèves sont vraiment porteurs du projet et décident des productions qui sont faites. Et une grande importance est également accordée du point de vue de ces acteurs à l'espace, je le répète, mais aussi à la manipulation concrète des objets techniques, notamment par les élèves. J'avais extrait un verbatim significatif de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'enseignant qui dit je pense qu'ils sont déjà super connectés. Revenir à l'essentiel et revenir sur des choses où on peut mesurer, se tromper, et voir où on s'est trompé en touchant et en manipulant, pour moi, c'est primordial aussi. Voilà, donc je vais avancer. François, si tu veux le faire, parce que ça ne marche vraiment pas bien de mon côté. Sur l'une des diapositives, la diapositive de conclusion par rapport à cette étude de cas. Donc, on s'aperçoit donc là qu'il y a une forte coordination des partenaires. Ça s'appuie sur des expertises à la fois très diversifiées, mais aussi très complémentaires. Donc, dès le départ, sur le montage du projet, sur le montage des sous-projets de mise en œuvre des différents dispositifs dans les établissements scolaires, mais aussi tout au long de l'accompagnement de ces projets et aussi dans le repérage de nouveaux acteurs possibles, de nouveaux participants possibles. Donc une forte coordination qui va donc s'asseoir, s'appuyer, plus exactement, s'appuyer très fortement sur une prise en compte de l'existant et sur un effort de valorisation de ce qui existe, non pas pour valoriser en tant que tel ce qui existe, mais pour essayer aussi de, entre guillemets, convaincre ou tout au moins mettre dans la boucle de nouveaux participants. C'est ce qui fait sans doute la force de ce territoire, c'est d'arriver à une certaine pérennité des dispositifs et des projets, et ce, malgré donc des freins qui sont très régulièrement identifiés à ce type de pérennité des projets, c'est les changements de personnel et l'évolution des politiques publiques, ça a été évoqué précédemment. Donc là, la force du territoire auquel on s'est intéressé, c'est cette pérennité qui repose sur finalement une méthode et de prise en compte de l'existant et de la valorisation de l'existant et une forte coordination des différents partenaires impliqués. Bon, je crois que je ne sais pas très bien combien je suis de mon temps de parole, mais je pense que je peux m'arrêter là. Merci Karine. Je vais proposer, s'il en est d'accord, parce que j'ai vu qu'il était dans la liste des participants, à Stéphane Gesli, que je salue, qui est le principal du collège Jean Lartaud, de prendre la parole s'il le souhaite, de compléter ce que vient de présenter Karine. Alors, ce n'est pas une obligation, bien sûr, si vous souhaitez le faire, vous pouvez vous-même activer le son. Peut-être, est-ce que je peux l'activer moi aussi?
Non, peut-être n'y parvenez-vous pas. Ah, il semble que nous n'ayons pas, bonjour Benjamin du SPN, il semble que nous n'ayons pas la main sur l'activation des micros pour les participants. Alors en fait, je viens d'envoyer justement cette possibilité à Monsieur Gesli, à Stéphane Gesli. Mais peut-être n'entend-il pas. Je ne sais pas. Bon. Ouais. Enfin, qu'ils prennent la parole quand ils le souhaitent. Donc, merci Karine pour ta présentation. Moi, qui ai un peu travaillé dans cette étude de cas aussi, je voudrais insister sur un ou deux points, enfin, sur un point, le point par lequel tu viens de terminer, parce que je pense qu'il vient en contrepoint justement de ce qui a été dit dans les deux projets précédents, dans le premier en tout cas. C'est cette question de stabilité des situations, des contextes, parce que tout a changé dans ce projet, tu l'as signalé, mais juste le repréciser, tout a changé. Dans le collège qui nous a intéressés, dans d'autres peut-être aussi, mais dans le collège qui nous a intéressés, bien sûr, le principal n'est pas le même. Le DAZEN que nous avons interviewé venait d'arriver quand nous avons réalisé l'entretien. Alors, il venait de la même région académique, mais donc pas du même département. Donc, il a aussi fait en sorte que les projets engagés puissent perdurer. Et puis, le changement de politique publique que tu évoques, c'est un changement majeur, puisque c'était les élections du conseil départemental. Et non seulement les élections ont eu lieu, mais la majorité du conseil départemental a changé. Donc, ce n'est pas la même couleur politique qui est à la tête du conseil départemental. Ce n'est pas non plus les mêmes personnes qui sont les élus, mais aussi dans les services, il y a eu des mouvements. Et pour autant, les élus chargés d'éducation du conseil départemental ont décidé pour ce projet comme pour d'autres de maintenir l'effort fourni de coordination et de financement aussi de la collectivité sur les projets déjà engagés. Peut-être pas sur tous les projets, je n'en sais rien, en tout cas pour celui-là. Donc c'est un contexte particulièrement favorable, c'est-à-dire à la fois c'est une force de ce projet, mais c'est aussi en creux la fragilité de beaucoup d'autres projets, quand ces conditions-là ne sont pas réunies et qu'une politique en chasse une autre, qu'un responsable en remplace un autre en souhaitant imprimer sa propre marque, ce qui sous-entend que ce qui s'est fait auparavant n'a plus cours. Voilà, ça nous a semblé, en tout cas moi, ça m'a semblé, en allant sur le terrain pour plusieurs des rencontres dans le cadre de cette étude de cas, être un point extrêmement important. Donc maintenant, après ces trois présentations, vient le temps des échanges plus généraux. On peut revenir évidemment sur les trois cas ou aller au-delà hein, pour les expériences que vous avez par ailleurs. Et puis peut-être, si vous le souhaitez, certains peuvent identifier aussi des éléments que nous n'avons pas mentionnés ou que nous n'avons pas identifiés hein, sur ce qu'il y a de particulier à observer dans ces écosystèmes d'innovation. Les leviers qui font que ça peut fonctionner, les fragilités qu'il faut identifier pour y remédier si on veut que les écosystèmes non seulement existent à un moment donné, mais perdurent. Voilà, donc le thème est bien, je crois, partagé, hein, tout le monde l'a bien en tête et tout le monde est là pour ça. Donc, voilà, alors si Benjamin a raison et que je n'ai pas trouvé la solution, c'est-à-dire que vous n'avez pas, les participants, la possibilité de déverrouiller votre micro et que ce que j'ai fait ne permet pas de régler ce problème, vous pouvez aussi évidemment vous exprimer via le chat. Et puis la parole est donnée aussi à ceux qui ont déjà parlé, ça va de soi. Il y a une question dans le chat, si je peux me permettre de la relayer de la part de Paula Mezas également, qui nous dit: avez-vous apporté une réflexion sur comment ces espaces de création numérique peuvent influencer positivement le bien-être de la communauté scolaire, au moins ce que vous caractérisez comme bien-être selon vos critères? J'ai compris que le cloisonnement disciplinaire est encore un challenge. Alors, quand j'ai parlé de bien-être, en fait, ce sont les objectifs qui sont associés à la mise en œuvre de ce type de projet en Charente. Donc, nous, on n'a pas mené finalement d'évaluation, si je peux parler comme ça, de ces objectifs. Donc, on ne pourra pas dire si ces espaces de création ont influencé positivement ou pas le bien-être de la communauté scolaire. C'est des objectifs qui sont associés à ces projets à ces dispositifs de manière globale. Par contre, à la fin de votre remarque, j'ai compris que le cloisonnement disciplinaire était encore un challenge.
oui, c'est ce qui ressort du point de vue des personnes que nous avons interrogées, notamment du point de vue des acteurs de l'éducation nationale et du point de vue des acteurs du collège, du chef d'établissement et des enseignants qu'on a interrogés. C'est encore quelque chose, effectivement, peut-être à travailler, mais encore une fois, là, le focus a été mis sur la mise en œuvre dans ce collège à proprement parler. C'est peut-être pas le cas dans d'autres collèges où ces espaces création ont été mis en œuvre et où nous ne sommes pas allés. Mais a priori, si on s'en tient à ce que nous ont dit les acteurs de l'éducation nationale interrogés à ce propos-là, il semblerait que ce soit effectivement un effort à fournir encore. Alors, pardonne-moi, Karine, hein, parce que je suis tout de suite passé à l'étape d'échange plus général sans dire qu'évidemment, on allait pouvoir s'arrêter un moment sur le projet de la Charente. Pas de problème. Alors, comme tout à l'heure, je vais essayer d'initier de faire une ou des remarques, une ou deux questions qui reposent sur l'écoute et la connaissance des trois projets, et aussi une remarque qui s'appuie sur l'enquête que j'évoquais dans l'introduction de ce webinaire et qui fera aussi l'objet d'une publication dans l'ensemble des livrables qui vont venir conclure ce groupe thématique numérique dans quelques semaines. Moi, ce qui me frappe vraiment, alors j'ai bien sûr lu les textes des trois études de cas, mais à les entendre, ça produit un effet assez différent. C'est une remarque ou une question, les deux, c'est la centralité du projet dans tout ce qui a été présenté. C'est-à-dire qu'on glisse assez facilement, enfin assez naturellement, d'écosystèmes d'innovation à projet. Et alors, du coup, est-ce que c'est c'est une observation, celle de la centralité du projet? C'est aussi un questionnement, c'est-à-dire est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un projet pour initier, faire fonctionner, entretenir la dynamique d'un écosystème, d'un projet ou de plusieurs projets? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une fragilité? C'est-à-dire que si on construit un écosystème autour d'un projet, que le projet s'arrête parce qu'il n'a plus d'intérêt, parce que toutes sortes de raisons font qu'il s'arrête, est-ce que l'écosystème s'arrête? Enfin, en tout cas, disparaît? Voilà, c'est une première, enfin, c'est une remarque que je souhaite partager avec vous et pour laquelle j'aimerais bien vous entendre. Et il y a des spécialistes d'écosystèmes hein, dans les participants. Je pense en particulier à Benjamin qui s'exprimait dans le chat sur l'activation des micros, mais lui, il est aussi, il travaille dans un cluster, le cluster des entreprises EdTech de la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'animation de réseau, c'est un peu de l'animation d'écosystème aussi. Et peut-être sans doute, a-t-il des points importants là-dessus? Est-ce qu'il y a besoin d'un projet, de plusieurs projets? Comment ça fonctionne de ce point de vue, selon toi et selon tout le monde? Moi, je veux bien réagir peut-être en attendant la réaction des autres. C'est que c'est une question qu'on s'est posée également en étudiant tout au long du projet. On a toujours précisé que ce n'est pas un projet qui prend vraiment forme, c'est plus une thématique, quelque chose que les acteurs perçoivent qu'il faut y faire quelque chose. Et donc, dans la manière dont on a présenté effectivement les résultats, je pense que on a pris une position de se dire écosystème, c'est quelque chose qui existe indépendamment quelque part de cette thématique qui est en train d'émerger et qui va peut-être donner lieu à la formation de différents projets et qui va devoir mobiliser, territorialiser hein, un écosystème géographiquement territorialisé qui comporte à la fois un réseau d'acteurs qui offre déjà et puis aussi un ensemble d'actions qui sont proposées, mises en œuvre par ces acteurs-là, et de manière équilibrée ou pas, puisqu'on pense à ça. Donc, on a pris ces métaphores qu'il y a un écosystème qui existe et il y a on a du mal à nommer projet
sur éducation numérique, puisque ce n'est pas un projet comme les deux autres cas très délimités. Voilà, donc c'est aussi la fin, le sens de notre ouverture, c'est-à-dire d'étudier cette interaction entre écosystèmes et un projet qui est comme un élément qui vient perturber, qui introduit une nouvelle à participer, à retrouver au bout de certain temps un équilibre dans l'écosystème. Voilà, Alors, c'est très intéressant parce que tu as raison de faire remarquer, enfin je pense qu'on l'a tous entendu, mais quand on a travaillé tout au long du travail, tu l'as fait toi remarquer à plusieurs reprises, c'est votre étude de cas est différente des deux autres. Justement parce que c'est pas un projet, c'est ce que tu viens d'exprimer. C'est très intéressant parce que ça permet de pointer ce que tu viens d'exprimer. Désolé, je paraphrase ce que tu viens de dire, mais ça me paraît vraiment essentiel. J'ai ajouté juste un mot parce que il est apparu dans une première discussion que nous avons eue dans un premier webinaire au tout début du projet. C'est l'idée que si les écosystèmes préexistent, ils sont une sorte de données et ils sont là dans le territoire où on est. Ils sont plus ou moins vivants, plus ou moins vivaces, plus ou moins dynamiques, etc. Et ils sont en tout cas une sorte de structure qui est le support ou pas de projet. Et l'idée qui avait été donnée dans un premier séminaire par un collègue, il me semble que c'était par un collègue brésilien en l'occurrence, c'était de dire que le projet répond à une certaine configuration de l'écosystème. C'est-à-dire l'écosystème, c'est toutes sortes d'acteurs qui ont travaillé, travailleront ensemble, collaboreront de certaines façons, et qu'à un certain moment, pour un projet donné ou pour traiter un thème particulier, c'est pas tout l'écosystème qui se mobilise, qui s'active en quelque sorte, c'est une configuration particulière de cet écosystème et qui est sans doute liée à différents facteurs, dont un qu'on a essayé d'explorer dans les enquêtes qu'on a réalisées, c'est les liens d'interdépendance entre les différents acteurs de l'écosystème. C'est-à-dire ce que les uns peuvent apporter aux autres et ce que les mêmes uns ou les mêmes autres attendent des autres parce qu'ils ne l'ont pas. Et que c'est une difficulté d'ailleurs, c'est de savoir ce qu'on peut partager, ce qu'on a et qu'on peut partager, et aussi d'identifier ce qu'on n'a pas, mais d'identifier qui pourrait nous l'apporter. Alors pas forcément formellement, mais en tout cas qui pourrait le faire de façon effective. Et donc il y avait cette idée-là, il y a cette idée-là dans le thème que tu abordes là du lien entre système et projet ou système et thème, l'idée de configuration. Bon, Benjamin nous dit qu'il n'est pas en mesure de prendre la parole. Je le relaye parce qu'on n'a pas toujours les yeux partout sur toutes les fenêtres de l'application. D'autres analyses, questionnements? Je sollicite tout le monde, hein, bien sûr, les panélistes et les participants. Je pense en particulier, pardon, c'est pas bien de désigner, hein, mais je vois dans la liste des participants une personne chère à Techné et qui redécouvre sans doute ce projet. Et c'est Laetitia, qui est maîtresse de conférence au Mans. Et ça fait sourire à Yuchen, au Crène, mais au Mans. Et qui, avant, au début du projet, était à Techné. Et peut-être a-t-elle, avec son expérience nouvelle à Besançon, puis maintenant au Mans, une vision particulière de ces questions d'écosystème. Alors là, je suis désolé, l'image a bougé, je ne sais pas qui manipule quoi, mais ça n'est pas moi. Laetitia, tu veux prendre la parole ou pas, hein, bien sûr. Non, j'ai pas beaucoup de succès dans mes invitations.
Voilà, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, on est à peu près dans les temps. Ah, Laetitia. Voilà, Laetitia prend la parole, mais à l'écrit. Je m'interroge justement sur la différence entre le premier cas présenté et les deux autres. J'ai l'impression qu'il y a des espaces spatiaux identifiés, des Fab Labs notamment. Alors là, vous allez pouvoir réagir, hein, ceux qui ont présenté, parce que c'est vrai que vous avez été parfois explicite, ou plutôt vous avez insisté, notamment Karine, sur l'importance des espaces, mais pas toujours et pas partout, en tout cas pas de la même façon. Et donc la question d'espace identifié est une question, je crois aussi, comme Laetitia, importante. Alors il y a les Fab Labs, mais pas que les Fab Labs. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à cette interrogation de Laetitia, les uns et les autres? Oui, ben moi, il me semble que c'est vraiment central pour la mise en œuvre des espaces création dans les établissements scolaires, parce que les établissements scolaires peuvent être contraints du point de vue des espaces qu'ils peuvent dédier à ce projet. Alors, les espaces, pardon, je vais fermer la porte. Les espaces, ça va avec les pratiques pédagogiques identifiées, c'est-à-dire que bien souvent, dans ce type de dispositif, on va prendre appui sur quelqu'un qui fait déjà quelque chose qui ressemble à ce que ça pourrait donner le projet mis en œuvre. L'objectif, ce n'est pas uniquement de recycler ce qui existe déjà, comme je vais essayer d'expliquer, mais aussi d'embarquer de nouvelles personnes. Mais au départ, ça prend appui sur un terreau existant en termes de pratiques pédagogiques. Et donc, ces pratiques pédagogiques, elles sont indissociables de certains espaces, parce que quand il s'agit de faire de la production audiovisuelle, comme dans le Media Lab, ou de l'imprimante 3D, ou de la machine à commande numérique, ou que sais-je, pour un Fab Lab, bon, ça implique d'avoir quand même un espace pour le faire. Donc ça, c'est une grosse contrainte pour certains établissements scolaires. Ça fait pas tout, mais c'est important. Dans un sens, ça peut être très positif quand il y a la place, ça peut être très problématique quand il n'y a pas la place. Et là, au collège Jean Lartaud, je pense que c'est vraiment pas pour rien qu'on est allé dans ce collège-là. C'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer, comme il a été complètement refondu rénové avant l'arrivée du nouveau chef par l'ancien chef qui avait inclus ce projet-là dans la réhabilitation architecturale de l'établissement, bon, c'est plus facile, même si ça ne résout pas tout, puisque on l'a vu, il reste des contraintes, y compris spatiales, qui sont en lien avec les contraintes de l'emploi du temps, et notamment donc, du cloisonnement disciplinaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Laetitia, mais pour notre objet, nous, en Charente, c'était vraiment crucial cette question des espaces. Alors, sur cette même question, Laetitia interpelle Eugène et Arnaud, parce qu'évidemment, le projet est différent. Donc, Bah oui, bah là, je les laisse répondre, bien sûr. Si Mathieu voulait répondre, en tout cas pour ce qui nous concerne, là, comme ça, tout de suite, je pense que l'espace a joué des rôles différents selon la temporalité du projet. C'est-à-dire, étant la santé de l'écosystème, c'est dans un premier temps, et on voit bien que le fait que ce soit dans un quartier, le fait qu'il y a la proximité géographique des acteurs, tel qu'on a identifié, qui a permis de rebondir sur un besoin qui émerge dans le quartier. Et finalement, avec la deuxième dynamique que nous avons identifiée, il s'agit vraiment de dynamiques nouvelles croisées entre sortants et entrants. Et on a l'impression que cette proximité qui est passée finalement, en tout cas pas seulement géographique, on va vers une proximité un peu plus sociale. Là, on a un peu lu sur justement la théorie de l'innovation sociale, puisqu'il fallait comprendre ou ajouter, en tout cas, trouver la notion d'innovation dans cette étude de cas. Et ça nous a un peu plus parlé, c'est-à-dire la place de l'espace matériel, quartier. Effectivement, il a un rôle important tout au long, mais finalement, qui permet à une dynamique positive qui se met en place. Il y a aussi cet espace virtuel qui s'appuie sur une proximité sociale. Je dirais de cette manière.
répondre si ça répond à ta question, Laetitia. Merci, écrit Laetitia. Alors, les participants voudraient-ils, les participants et les panélistes voudraient-ils ajouter quelque chose? Nous avançons doucement vers les 90 minutes que nous avions prévues pour ce webinaire. Une dernière prise de parole. Il y a certaines personnes dans les participants qui ont des fonctions particulières dans les projets ou autour des projets dans les écosystèmes des 3 territoires qui ont fait l'objet de ces études de cas. Je pense par exemple au chef du service numérique éducatif du département de la Charente, qui est présent aussi, Vincent Rosselli. Moi, je pense à tous en fait, hein, j'ai la liste sous les yeux. J'essaie de voir qui est où et, et quoi et qui. Merci aux experts pour leur présentation très intéressante, nous écrit Carole de la POUC, à la faculté d'éducation de l'Université pontificale catholique du Pérou. Un laboratoire d'innovation socio-éducative vient d'être créé. Quels éléments de l'écosystème font-ils considérer pour commencer la démarche? Alors voilà une question évidemment très importante, mais à laquelle il est particulièrement difficile de répondre. Donc moi, je vais m'empresser de donner la parole à ceux qui veulent répondre à ta question, Carole. Et donc, Youchen, Karine, Arnaud, Mathieu. C'est difficile sans connaître ce contexte spécifique du Pérou. Mais moi, je me dis, la première chose qui me vient en tête, c'est que si ce laboratoire d'innovation socio-éducative a déjà été créé, c'est que lui-même répond à un besoin de la part des acteurs de cet écosystème. Alors, je sais pas, dans la formulation de la question, c'est quels éléments de l'écosystème? Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière le terme d'éléments. Alors, je sais pas, moi, c'est pas une réponse, mais une réaction qui est basée sur l'organisation même de notre projet. Et et la structuration même de notre partenariat. Il me semble, à la POUC de Lima comme ailleurs, que si on veut donner cette dimension sociale au projet, cette dimension écosystémique, il faut avoir des représentants de tous les types d'organisations mobilisées dans l'action éducative. Les avoir tous, peut-être pas, mais tous les types, c'est-à-dire de ne pas oublier les entreprises, les associations, les pouvoirs publics, quelle que soit leur organisation, les représentants, ça a été dit de façon très forte dans les présentations, dans les 2 premières, en particulier des représentants des parents. On n'a pas beaucoup parlé des représentants ou du public cible, hein, des élèves. Et il me semble que si on veut contribuer à la dynamique des écosystèmes, il faut mobiliser toutes les parties prenantes de cet écosystème. Et Youchen complète, alors d'abord, dans l'ordre, Vincent, difficile à intervenir via le chat pour porter un propos, ça c'est vrai. D'accord. Et Youchen veut compléter peut-être là ce qu'on vient de dire par rapport à la question de Carole. Je ne voulais pas monopoliser la parole, j'interviens dans le chat et je voulais dire qu'il me semble dans les 3 études de cas, ce qui ressort de l'étude d'écosystème dans l'espace ou dans le temps, la prise en compte de différentes catégories d'acteurs directement éducatifs ou pas, et puis aussi les pratiques des pratiques et à la fois des représentants des acteurs éducatifs et des cibles, effectivement, ils sont à prendre en compte dans la réflexion de comment faire émerger, impulser, motiver la mise en place d'un écosystème en bonne santé. Merci. Et je pense que l'un ou l'autre d'entre nous a coupé
la parole ou la velléité de la prendre de Mathieu tout à l'heure, en réponse à Carole, je crois. Les différents acteurs. Non, j'étais assez d'accord sur ce que disait Youchen et sur ce que disait Karine, sur les besoins du terrain. À chaque fois, ça me paraît important, enfin, puis c'est ce qui me semble pertinent dans la démarche de la CPN, c'est vraiment à chaque fois d'essayer d'être à l'écoute des besoins du terrain et sans jamais venir à quelque chose d'en haut. En fait, c'est ce qui me paraît être le plus simple. Et en tout cas, moi, de ce que j'ai ressenti en faisant l'étude de cas de la CPN, c'était c'est inscrit dans le document qu'on a rédigé, mais je l'ai pas mis dans la présentation pour pas surcharger. J'ai senti la volonté c'est une structure qui est adossée, on va dire, une structure hiérarchique assez forte, un rectorat avec tout on va dire, la lourdeur et le côté très protocolaire qui y est associé. Et c'est vraiment d'essayer de faire un pas de côté pour pouvoir embarquer des gens qui se retrouvent pas forcément ou n'arrivent pas à se retrouver ou à trouver ce qu'ils cherchent dans ces formes, dans les formes très officielles. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, il faut avoir toujours un petit côté un peu plastique. Voilà, et Eugène complète prendre en compte les activités et les intérêts de chaque acteur dans son propre écosystème. Ça aussi en complément de réponse à la question de Carole. Mais dans un prochain, j'espère qu'on aura une prochaine occasion, Carole, où tu pourras nous présenter ton écosystème et le fonctionnement du laboratoire d'innovation socio-éducative créé par la PUC à Lima. Et ce qui sera sans doute très, très intéressant. Alors, je propose d'en rester là pour aujourd'hui. Donc, ce webinaire est enregistré, sera ajouté à l'ensemble des livrables et des livrets du projet REV. Et avec, s'agissant des études de cas, ce que vient d'évoquer à l'instant Mathieu, c'est le texte, hein, bien sûr, plus détaillé relatif à ces études, à cette étude, à ces 3 études de cas. Voilà, je vous remercie tous, hein, les intervenants et les participants. Puis au nom de tous les organisateurs, de tous les nombreux organisateurs de ce projet, je vous remercie, ceux qui ont participé en direct et ceux qui ont participé avant et ceux qui, bien sûr, prendront connaissance de documents a posteriori. Merci à tous et à très bientôt pour beaucoup d'entre vous.